je l'ai non seulement vu, nous l'avons relayé sur le site Égalité et Réconciliation, voilà, sous le titre d'ailleurs, je crois, un historien ose défier la loi Guesso sur Internet, puisque c'est ça, Blanc-Rue est un historien. J'ai vu ce documentaire. Alors, c'est très courageux de l'avoir fait, parce qu'effectivement, on sait que il suffit de voir l'intervention d'Emmanuel Valls sur la vidéo, pour quand on lui demande, vous avez participé au Bilderberg, à la fin, il se met à parler des chambres à gaz. Sa seule défense, c'est les chambres à gaz. Donc ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas par quelle médiation on arrive tout de suite à la chambre à gaz dès qu'on conteste l'hégémonie mondialiste. Vous lisez Comprendre l'Empire, c'est parfaitement expliqué. Hein. Mais Paul-Éric Blanc-Rue est très courageux d'avoir fait ce documentaire, parce que c'est vraiment aller au casse-pipe et accepter une marginalisation et une diabolisation totale. Deuxièmement, ce documentaire est très intéressant parce qu'il ne met pas en avant les thèses révisionnistes, parce que vous savez qu'il y a une loi qui a été votée, qui s'appelle la loi Guesso, pour empêcher que Forisson, notamment, et les révisionnistes en général, puissent travailler, c'est-à-dire faire de l'histoire sur la période de la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'il est interdit d'étudier l'histoire, et il est obligatoire d'admettre comme vérité révélée, permanente, sous peine de prison, les conclusions du tribunal de Nuremberg, c'est-à-dire d'un tribunal de guerre des vainqueurs un an après la guerre, pour vous dire comme c'est à peu près... il est évident que ça ne peut pas être de l'histoire très subtile et très sérieuse, déjà pour des raisons de manque de recul historique, des raisons de rapport de force, etc. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ce documentaire qui donc ne parle pas trop du révisionnisme, des thèses révisionnistes, puisque c'est interdit par la loi, ce qui veut bien dire que le scandale, c'est pas le travail des révisionnistes, c'est la loi Guesso. La loi Guesso est un scandale absolu. Alors tous les tartuffes, exactement, on retrouve les mêmes, Elisabeth Lévy, les tartuffes de l'État palestinien sur la Lune en l'an 3000, vous disent qu'ils sont contre la loi Guesso, que c'est une loi anticonstitutionnelle, obscène, etc., et qu'il vaudrait mieux laisser parler les révisionnistes, parce que comme ça on pourrait démasquer leur stupidité, leur manque de fond, etc. Ce sont toujours les mêmes menteurs. En réalité, personne ne veut que cette loi anti-Forisson, anti-révisionniste tombe, la loi Guesso. On le sait parce que Nora l'a démontré quand il y a eu le petit truc Vérité pour l'Histoire. Ils ont bien dit qu'il fallait la maintenir, parce qu'ils sont terrifiés que cette loi tombe, parce que si cette loi tombe, les gens vont découvrir une chose, comme le dit Blanc-Rue, c'est que Forisson est très au point, très expert sur le sujet, et bien plus au point, bien plus expert que ses contradicteurs. C'est à peu près l'équivalent de ce que disent les contestateurs du 11 septembre par rapport à la version officielle. Vous voyez, je fais un parallèle qui d'ailleurs pourrait se prolonger. Vous voyez. Et en réalité, et je le dis pour Elisabeth Lévy, et tous ces menteurs et ces tartuffes du sionisme intégral, ils disent qu'ils sont contre la loi Guesso pour avoir l'air d'être des démocrates et des honnêtes gens, parce que la loi Guesso est une loi scandaleuse, qui n'est pas la loi Guesso, hein, c'est la loi Fabius-Guesso. Elle a été voulue par le tout-puissant lobby judéo-sioniste français pour empêcher le travail d'historiens qui effectivement ramenait la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand à un sujet historique et humain, alors qu'eux veulent en faire, un absolu religieux qu'ils ont d'ailleurs appelé la Shoah. La Shoah est un terme qui a été inventé à la fin des années 70. Le mot Shoah n'est écrit nulle part dans Nuremberg, hein. Ça n'existait pas. Pour en faire ce que j'appelle, c'est-à-dire un absolu religieux qui est en fait la religion de l'empire mondialiste, hein. C'est-à-dire le mondialisme ou les chambres à gaz, c'est ça l'alternative qui vous est posée. Et Emmanuel Valls l'a démontré parfaitement dans l'extrait de la vidéo que je demanderai d'ailleurs à nos camarades de remettre comme extrait en insert dans cette vidéo. Vous avez 2 petites minutes à nous accorder, on a quelques questions à poser. Oui. Est-ce que vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008 et en 2009? On aimerait savoir... non, une fois seulement. En 2008, c'est tout? Oui, absolument. Attendez, je signe. Ah non, mais moi je voudrais contre, franchement, mais faites attention aux thèses complotistes. Selon vous, est-ce que ça a une légitimité démocratique, le fait que des journalistes puissent discuter avec des hommes politiques on va, parce qu'il y a du monde qui attend. Une légitimité démocratique, je crois que c'est pas absolument pas le but. La démocratie, c'est le club du siècle, par exemple, beaucoup d'être membres aussi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire que des hommes politiques de droite, de gauche, qui sont essentiellement mondialistes. Pour la plupart. Oui, au cœur même du complot judéo-maçonnique. Mais ça aussi, ça mais vous êtes pour une gouvernance mondiale. Non, et puis il y a même des gens qui expliquent que par exemple les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu.
Non, pas qui n'ont pas eu lieu, non, ce n'est pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc, Lui, il pose une question aussi sur la version. Pose oui, une. mais voilà, donc les mêmes qui critiquent le Bilderberg, qui mettent en cause le siècle. Non, attendez, les mêmes. En question le 11 septembre, mais qui parlent jamais du Bilderberg. Les mêmes, c'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Mais les mêmes qui se retrouvent dans ces groupes... Et c'est les mêmes qui ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. Donc, ah non, là c'est faux. Est terminé. Je vous remercie. Et les mêmes personnes qui se réunissent au Bilderberg, ce sont les mêmes qui font la promotion d'une idée de gouvernance mondiale. Jacques Attali, Herman Van Rompuy, sympathiques, comme vous, qui nient la Shoah. Non, parce qu'on a la limite. Non, mais quand on nie le 11 septembre et quand on nie la Shoah, c'est qu'il y a le 11 septembre. Comment il répond quand il est en porte-à-faux sur les Bilderberg? Vous voyez, il dit 11 septembre, chambre à gaz. Ping, tu vois, lui, il sait, voilà, il dit comme moi, mais il est de l'autre côté, voilà, c'est tout. Et donc, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit l'homme Forisson, et on voit que ce type n'est pas du tout un monstre sanguinaire, un abruti, un délirant, etc., tel que l'on détruit tous les vrais faussaires de l'histoire, les Vidal-Naquet, etc., qui eux sont des menteurs, Poliakov, des escrocs, enfin, je veux dire, c'est assez facile à démontrer. On voit que c'est un honnête homme, incroyablement courageux, qui s'est battu parce qu'il a découvert des choses et qu'il n'a pas voulu renoncer à la vérité, qui a été persécuté comme personne n'a été persécuté en France. Tentative d'assassinat, menaces policières, il subit 10 fois ce que je subis et ce que subit Dieudonné, qui n'a jamais lâché, alors que c'est un tout petit bonhomme, on dirait une vieille biscotte, d'une douceur incroyable, et que, effectivement, si, la terreur comment dirais-je, finalement des agents impériaux, quels qu'ils soient, c'est que ce type puisse parler, puisse avoir un public. Et la loi Guesso a été votée de façon honteuse et scandaleuse, uniquement pour que les gens ne voient pas qui est Forisson. Moi, je n'aime pas le mot de persécution, je parle de répression. Répression. Voilà. Une embuscade. Oui. Ça s'est passé comment? Parce que là, nous sommes à l'orée du parc. Un matin, comme d'habitude, vers 10h moins le quart, je suis venu dans ce parc qui est proche de l'Allier pour y promener ma toute petite chienne. Un ballon m'est arrivé dans les pieds, je l'ai repoussé du pied, et à cet instant-là, les 3 individus me sont tombés dessus. Ça a été extrêmement violent. Ils m'ont frappé et j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Pour certains d'entre eux, avec des souliers vraiment très lourds. Moi-même, j'étais pantelant. Je ne me suis pas évanoui, mais j'ai eu l'impression, en me relevant, une impression très bizarre d'avoir perdu toutes mes dents. Celui qui va m'opérer, le spécialiste de chirurgie maxillofaciale, est là et il tremble. Ah oui. Et il tremble pourquoi? C'est que, paraît-il, on avait téléphoné à l'hôpital pour dire qu'on viendrait pour me régler mon compte et lui régler son compte à lui. Alors je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que, c'est la police qui me l'a dit, le lendemain, mon nom est paru dans la presse, on a dit que j'avais été agressé et le jeune homme a déclaré qu'il regrettait de m'avoir sauvé la vie. Rien que le fait de voir Forisson en tant qu'être humain est éminemment subversif. Parce que ce type sointe l'honnêteté et la vérité. Alors que les autres en face sointent la saloperie, le mensonge, la violence et la haine. Hein, parce que pour ce qui est marrant, parce que à la fin, il y a toujours la chambre à gaz et la haine. Vous savez, la haine. Dieudonné s'amuse là-dessus. Moi, je me réclame de la philosophie grecque et des évangiles et du Christ. Je ne sais pas où est la haine dans le Christ et je ne sais pas où est la haine dans le logos grec. Par contre, je vous invite à lire l'Ancien Testament. Hein, l'Ancien Testament, lisez-le, ce que disent les prophètes, Isaïe, Ézéchiel, et je vous invite à lire, pas le Talmud révélé par les services secrets russes, l'introduction au Talmud, édité chez Albin Michel, je crois, ou chez Fayard, je ne sais plus, l'introduction au Talmud écrite par le plus grande autorité rabbinique du monde, qui est le grand rabbin de Jérusalem, Adin Stanzalt.
là vous allez voir qui est habité par la haine. Hein, et que cette espèce de blabla sur la haine, on est toujours dans une espèce de boucle aiguienne, n'est un pur discours d'inversion-transfert. Qui est sur la haine et qui essaye de s'opposer, de résister à la haine? Est-ce que la haine est chez Forisson ou est-ce qu'elle est chez les opposants de Forisson? Est-ce que la haine est dans ce que dit Forisson ou est-ce que la haine est dans les mensonges qu'ont proférés les autres sur Forisson, sur ce qu'il disait quand Valls tout à l'heure s'attaque aux petits jeunes qui essayent de le déstabiliser sur le débat, il dit vous êtes comme ceux qui niaient le 11 septembre. Vous qui niez les camps de concentration. Non, non. Personne ne nie le 11 septembre ou les camps de concentration. Les gens disent, effectivement, le 11 septembre a existé, mais on pense que c'est un inside job des élites mondialistes impériales, qui sont des élites américano-sionistes. Hein, voilà. Non seulement on le pense, mais on arrive à le démontrer quand on fait le travail. Voilà. Et personne ne nie la violence de l'État national socialiste allemand contre les Juifs, que c'était un antisémitisme d'État, une vision racialiste, d'ailleurs, qui est un judaïsme inversé, que la persécution, les camps de concentration, personne ne nie ça. Le sujet est beaucoup plus subtil et politique et profond que ça. Mais les anti-révisionnistes ont toujours fait semblant de ne pas comprendre. De même de dire que le révisionnisme était quelque chose d'extrême droite, alors que le premier révisionniste est Racinier. J'ai demandé à Zemmour de lire Racinier, je ne sais pas s'il l'a fait, je lui ai proposé de le lire. Le passage de la ligne « Le mensonge d'Ulysse », c'est un résistant socialiste qui raconte ce qu'il a vécu pendant 8 mois dans les camps de concentration, parce que lui, il a été dit, ceux qui en reviennent ne disent pas tout à fait la même chose. Et plus le temps a passé, plus les survivants des camps se sont mis à raconter des choses délirantes et mythifiées. Exactement d'ailleurs comme une certaine religion, qui plus elle s'éloigne de la réalité historique, fait de la mythification du temps historique, parce qu'elle est suffisamment malhonnête pour ne pas séparer le temps historique du temps mythique, comme dans toutes les autres religions. Hein. Donc c'est de la mythification progressive de la réalité historique, et c'est exactement ce à quoi nous assistons. C'est-à-dire que 63 ans après, plus ça va, plus on parle de quelque chose dont on devrait de moins en moins parler, et plus ça devient un récit totalement mythico-délirant, et de moins en moins historique. Et pour ça, il suffit de regarder Nuit et brouillard, qui est un documentaire des années 60. Aujourd'hui, ça serait considéré comme révisionniste. Re-regardez-le, vous verrez qu'il y a des choses qu'on n'oserait plus montrer aujourd'hui. Tellement c'est encore pas assez délirant dans la mythification judéo-centrée, voilà, parce on voit encore d'autres gens que des juifs dans les camps, parce qu'on voit effectivement qu'il y a de la chirurgie, qu'il y a une réalité humaine, voilà. Et en fait, on veut nous amener sur un terrain purement théologique et religieux, totalement sacré, où il y aurait de l'hérésie et de la soumission intégrale, c'est de la religion, et ça se fait par la violence symbolique, violence judiciaire, violence pécuniaire, violence réelle, hein, voilà. Et je crois que c'est ça en fait le vrai combat révisionniste, c'est de faire de l'histoire. Et faire l'histoire, c'est toujours passer de l'idéologie à la science d'une certaine manière. Hein. C'est une science humaine, donc jamais exacte. Et c'est d'une certaine manière faire de la démythification, c'est-à-dire détricoter le roman national, que ce soit le roman national français, le roman national algérien. Et nous, on le fait. On est arrivé à la haine de soi chez nous. Hein, voilà. Et il y a des gens qui refusent absolument de le faire et qui empêchent qu'on le fasse. Alors moi, je pense qu'il est important, pour la paix civile en France et pour l'intelligence, c'est-à-dire au niveau individuel et au niveau collectif, de faire de l'histoire révisionniste systématique pour tous les sujets, afin de détricoter tous les mythes que produisent les systèmes de domination et les élites dominantes en place, pour revenir à l'histoire. Alors toutes les élites fonctionnent sur de la mythification de l'histoire pour se mettre au sommet d'une pyramide du bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire la franc-maçonnerie avec la réécriture de la monarchie par la Troisième République et Ferdinand Nathan, vous voyez? Il est important, on le fait sur Égalité et Réconciliation, où on montre comment effectivement finalement la monarchie française a travaillé à la centralisation en cooptant la bourgeoisie et en détruisant progressivement la féodalité, etc. etc. On le fait sur Internet pour montrer que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, qu'elle n'est pas binaire, qu'il n'y a pas un avant et un après radical avec une barrière révolutionnaire, il n'y a pas la colonisation française, puis l'indépendance par la décolonisation. Tout ça, ce sont des mensonges qui conduisent à la névrose, à la bêtise et à la soumission non sue aux dominants. Voilà. Et donc, pour finir sur Forisson, il est très important que la loi Guessot tombe, et qu'elle tombe une fois pour toutes. Très important, non seulement de laisser Forisson travailler sur son sujet qu'il connaît très bien de prédilection, qui est le révisionnisme historique sur la période de la Deuxième Guerre mondiale, et il est très important que ce révisionnisme s'exerce partout, puisque l'histoire est par essence révisionniste.